Bien, mes chers collègues, nous allons poursuivre cet après-midi d'audition par celle de Monsieur le ministre Bernard Cazeneuve, Monsieur le ministre, et éventuellement d'ailleurs de ses conseillers. Monsieur le ministre, une audition, enfin un déroulement d'une commission d'enquête, et vous le savez, oblige évidemment à prêter serment. Je vais donc recevoir votre serment. Ce que je vais proposer également, dans la mesure où vos conseillers interviendraient, c'est que ceux-ci également prêtent serment, s'ils n'y voient pas d'inconvénient. Je vous demanderai donc alors de nous donner votre nom, votre qualité, tout de suite après l'énoncé du serment. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur Bernard Cazeneuve, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Pouvez-vous vous présenter avant que... Bastien Lorca, Direction Générale des Finances Publiques, sous-directeur du contrôle fiscal. Alors, monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voulez-vous lever la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Marc Amtaz, DGFIP, chef de la mission pilotage au service du contrôle fiscal. Je le jure. Je vais quand même vous redire le serment, car sinon oui. La formule, le respect des formes ne serait pas tout à fait acquis. Alors, monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Et enfin, monsieur. Frédéric Brédillot, je suis conseiller spécial et chargé de la fiscalité au cabinet de monsieur Bernard Cazeneuve. Monsieur, prêtez-vous serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Monsieur le ministre, je vous propose que nous procédions comme nous le faisons depuis le début de cette commission, c'est-à-dire par, si vous le souhaitez, un exposé de 10 minutes sur ce que vous souhaitez nous dire sur le thème de nos recherches, de notre enquête. Après quoi, je donnerai la parole à Éric Bocquet, notre rapporteur, qui vous posera les questions qu'il souhaite et éventuellement, et même j'en suis sûr, par la suite, mes collègues animeront le débat qui se terminera par les dernières questions du rapporteur et éventuellement toute précision que vous jugeriez utile de rajouter. Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre hospitalité, votre invitation. Je suis devant vous aujourd'hui dans le cadre des travaux de cette commission d'enquête à quelques heures de l'ouverture des débats devant le Parlement sur la loi relative à la fraude fiscale et la grande délinquance financière. Je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange, de pouvoir répondre à vos questions parce que je sais la qualité du travail fait par votre commission, dont j'ai lu parfois le compte-rendu des auditions sur les sujets les plus sensibles, l'implication du rapporteur de votre commission sur ces sujets depuis longtemps, les nombreuses propositions qu'il a pu formuler sur de multiples questions qui touchent à la lutte contre la fraude fiscale en séance et dans ses fonctions de rapporteur de votre commission d'enquête. Et je me réjouis de pouvoir, sur ces propositions et sur celles que contiennent le projet de loi, pouvoir engager l'échange avec vous. Vous me donnez quelques minutes pour introduire le sujet. Je vais donc aller à l'essentiel, de manière à ce que nous puissions prendre le temps du débat et de la réponse aux questions bien légitimes que vous voudrez me poser, en m'excusant par avance si je ne peux pas répondre à un certain nombre de questions qui ne relèvent pas de mon cœur de compétence, mais qui peuvent relever de la compétence de l'administration de Bercy. Et si c'est le cas, je vous proposerai de répondre par écrit dans les heures qui viennent aux questions que vous aurez posées et pour lesquelles un peu d'expertise technique complémentaire sera nécessaire. D'abord, quelques chiffres qui montrent l'équation du sujet. Entre 2011 et 2012, nous avons émis pour 2 milliards de titres de recouvrement et de pénalités à destination de contribuables auteurs de fraude fiscale. Ces titres et pénalités, ces droits et pénalités sont passés de 16 à 18 milliards entre 2011 et 2012. Sur ce montant global, il y a à peu près 6 milliards, soit un gros tiers, qui résulte d'actes de fraude fiscale très significatifs.
C'est dire l'importance de l'enjeu, de l'équation qui se présente à nous et l'intérêt que nous avons à nous doter de moyens d'investigation, de contrôle et de recouvrement qui permettent, dans un contexte de crise particulièrement difficile pour les finances publiques, de faire en sorte que ceux qui sont à contravention avec le droit puissent à un moment donné se trouver dans l'obligation de régulariser leur situation, car il n'y a aucune raison que l'effort de redressement des comptes n'associe pas ceux qui, depuis longtemps, ont oublié d'exercer leur devoir de citoyens et de contribuables. Nous avons déjà pris depuis quelques mois de nombreuses dispositions dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012 et de la loi de finances initiale pour 2013 visant à renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude fiscale. Je voudrais rappeler quelques-unes des dispositions que nous avons engagées et faites adopter. Premièrement, pour ce qui concerne les particuliers. Pour des particuliers qui ont déposé des avoirs sur des comptes situés à l'étranger et qui ne seraient pas en situation de rétablir devant l'administration fiscale la traçabilité de ces fonds, un prélèvement à hauteur de 60% des montants déposés sur ces comptes pourrait intervenir, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Nous avons également pour les entreprises pris un certain nombre de dispositions destinées notamment à mieux lutter contre les transferts de bénéfices vers des pays à fiscalité avantageuse. Vous savez que jusqu'à présent, lorsque il y avait un doute sur les raisons pour lesquelles des transferts étaient intervenus, il appartenait à l'administration fiscale d'établir la preuve de ce transfert sur lequel des interrogations avaient pu naître. Désormais, c'est au contribuable lui-même qu'il appartiendra d'indiquer les raisons pour lesquelles il a été procédé à ces transferts, lorsque l'administration a une interrogation sur les raisons de ces transferts. De la même manière, de manière à éviter qu'il y ait des transferts de bénéfices vers des pays à fiscalité avantageuse et des déductions de charges en France permettant une double optimisation de la situation fiscale d'un certain nombre d'entreprises, il a été décidé de modifier la fiscalité applicable aux intérêts d'emprunt contractés par des entreprises, de manière à ce qu'il n'y ait plus ce double phénomène, optimisation des bénéfices à l'étranger et optimisation des charges en France. Nous sommes allés beaucoup plus loin encore dans le cadre de la loi bancaire, en obligeant les banques et leurs filiales à déclarer l'ensemble de leurs activités à l'étranger de façon extrêmement détaillée, de manière à ce que nous puissions avoir une meilleure expertise et une meilleure visibilité sur ce qu'est l'activité des banques et de leurs filiales. Et de la même manière, les banques qui constatent des mouvements de fonds dont l'origine peut être considérée comme suspecte peuvent et doivent, je dirais même doivent seulement, mais c'est déjà une obligation forte, communiquer à Tracfin toute information relative à ces mouvements de fonds. Par ailleurs, nous avons décidé de renforcer encore le dispositif existant à la faveur de la loi qui sera présentée devant le Parlement à partir de demain. Que s'agit-il de faire ? Il s'agit d'abord de renforcer les moyens de l'administration fiscale et de la justice en réarticulant le rôle de la justice et de l'administration fiscale de manière à faire en sorte que cette réarticulation permette une plus grande efficience de la lutte contre la fraude, en prenant des dispositions que je veux rappeler. Premier point, lorsque des contribuables indélicats ont utilisé le recours à des sociétés écrans ou à des comptes à l'étranger, les dispositifs mobilisés par la police judiciaire d'enquête fiscale pourront, en termes de garde à vue, capacité d'infiltration, de mobilisation aussi d'écoute, dans le respect bien entendu des règles qui encadrent, respect rigoureux des règles qui encadrent les écoutes judiciaires,
la police judiciaire d'enquête fiscale pourra mobiliser ces moyens que jusqu'à présent elle ne pouvait pas mobiliser. De la même manière, nous avons décidé d'inscrire dans la loi des dispositions qui permettront à l'administration fiscale, dès lors qu'elle s'est vue communiquer une liste de façon licite, c'est-à-dire par le truchement de la justice, dont l'origine elle-même ne l'est pas licite, de pouvoir exploiter totalement ces listes, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, la Cour de cassation ayant, dans le cadre d'affaires dont les médias ont amplement rendu compte, refusé que la totalité des éléments communiqués à l'administration de façon licite puisse être exploités par elle dès lors que la source n'était pas licite. Nous avons pensé qu'il était donc important que dans le texte de loi, des dispositions permettent de ne plus être confrontés à cette difficulté. Par ailleurs, nous avons décidé de pouvoir recouvrer plus facilement les sommes dues par les contribuables auteurs de fraude fiscale dès lors qu'ils ont été identifiés et que les pénalités et autres amendes commencent à s'appliquer à eux. C'est ainsi qu'une personne morale qui s'est livrée à des actions notamment de blanchiment de fraude fiscale pour avoir la totalité de ses biens saisis, et dès lors qu'il s'agira de saisir les biens d'un auteur de fraude fiscale, il pourra être saisi jusqu'à l'assurance vie lorsque nous sommes confrontés à des cas de fraude fiscale de grande ampleur. Je pense que c'est quelques exemples pour vous montrer que c'est un renforcement considérable de l'arsenal juridique qui est présenté. Et puis, il faut bien le reconnaître, une pénalisation, dispositif plus répressif que ceux qui existaient jusqu'à présent, puisque les amendes pourront aller jusqu'à 2 millions d'euros et les peines d'emprisonnement à 7 ans. Je voudrais maintenant dire, pour conclure, quelques mots sur deux sujets. Ce qui se passe au plan international et au plan européen. Parce que tout ce que nous ferons au plan français n'aura que peu de portée si nous ne sommes pas capables de créer les conditions d'un arsenal d'instruments, d'actions, d'initiatives de lutte contre la fraude fiscale au plan international et européen qui soit vraiment très efficient. C'est la raison pour laquelle, et le G8 qui vient de se tenir en témoigne, nous avons décidé au plan européen et au plan international de mettre en place des conventions automatiques d'échange d'informations et de faire en sorte que ces conventions automatiques d'échange d'informations permettent entre l'ensemble des pays de l'Union européenne et au plan international d'être garanti que chaque État pourra obtenir de l'autre des informations extrêmement précises concernant les avoirs détenus à l'étranger par des contribuables du ressort territorial du pays demandeur. C'est ce qui a été acté au sein du G8. Et c'est ce que nous voulons mettre en œuvre au sein de l'Union européenne, à la faveur de la renégociation des directives épargne et de la directive anti-blanchiment numéro 4, en faisant en sorte que, 1, il y ait des conventions automatiques d'échange d'informations harmonisées entre l'ensemble des pays de l'Union, 2, que l'Union européenne puisse signer avec des pays tiers de l'Union européenne des conventions de type FATCA, 3, qu'il y ait une liste européenne d'États et de territoires non coopératifs, parce que une manifestation par l'Europe d'une volonté à la matière sera toujours plus forte que la détermination d'un pays seul de l'Union européenne, eut-il le désir de se positionner en avant-garde. Enfin, je voudrais, après avoir dit quelques mots sur ces aspects internationaux européens de façon très rapide, même s'il y a beaucoup de sujets qui restent encore à travailler, je pense notamment à l'élaboration des registres des trusts. C'est un sujet considérable sur lequel on n'a pas été aussi loin qu'on l'aurait souhaité. Dire quelques mots sur la régularisation des fraudeurs dans l'attente de la loi. Parce que je lis des choses extrêmement contrastées, comme si volontairement on voulait sur ces sujets entretenir la confusion ou la polémique.
nous avons au gouvernement une idée très claire de ce que nous voulons faire. Et je veux la réexprimer devant votre commission. Sous prétexte que nous allons durcir l'arsenal répressif et pénal, nous n'allons pas tomber dans ce travers qui consisterait à dire aux fraudeurs « Écoutez, sous prétexte que nous allons durcir et que par conséquent nous pouvons vous mettre une cellule qui ne sera pas de régularisation, nous allons attendre de vous attraper pour récupérer les sommes que vous nous devez. » Ce serait quand même absurde d'être dans une approche exclusivement pénale, alors que le durcissement peut conduire d'ores et déjà des contribuables à régulariser leur situation. Et ce qui compte pour nous, c'est qu'ils paient leurs impôts et que ce qu'ils doivent au pays puisse être acquitté dans un contexte de redressement des comptes. Mais cela ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Cela doit se faire dans des conditions de droit commun, dans des conditions de transparence et dans des conditions qui permettent au Parlement d'avoir à connaître des conditions dans lesquelles ces régularisations s'opèrent. Droit commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contribuables qui veulent se régulariser doivent pouvoir le faire auprès des services de l'administration qui existent depuis longtemps, dont c'est le métier, sans qu'une structure particulière soit créée pour les accueillir. Il y a des structures, des services au sein de la Direction générale des finances publiques, je pense notamment à la Direction nationale de vérification des situations fiscales, qui savent parfaitement faire cela. C'est donc ces services qui sont des services qui fonctionnent d'ores et déjà, qui pourront accueillir ces contribuables. Et le droit commun, ça veut dire aussi que les textes votés par le Parlement et qui définissent le niveau des peines applicables doivent pouvoir être appliqués à ces contribuables lorsqu'ils viennent se mettre en conformité au droit. Je veux rappeler un certain nombre d'éléments sur ces points. Ceux des contribuables qui ne se régularisent pas mais sont attrapés au terme des enquêtes se voient appliquer un niveau de pénalité qui est de 80%. Il est donc normal que ceux qui viennent devant l'administration fiscale, d'eux-mêmes, se voient appliquer des pénalités, elles aussi définies par le législateur, moins importantes que celles qui s'appliquent à ceux qui sont pris en flagrant délit. En même temps, ces pénalités qui s'appliquent à ceux qui viennent se mettre en conformité au droit devant l'administration ne peuvent pas être laissées dans le flou, sans précision, donnant ainsi le sentiment que des transactions s'opèrent dans la plus grande opacité. Il faut qu'il y ait des règles, et que ces règles reprennent ce que le Parlement a voté, et que ces règles s'appliquent à tous les contribuables dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y ait un barème, que ce barème s'applique dans les conditions identiques à des contribuables venant se présenter devant l'administration, parce que le principe d'égalité devant l'impôt doit être appliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué que non seulement le droit commun signifiait le passage devant les structures de direction générale des finances publiques compétentes, l'application des barèmes votés par le Parlement, précisés dans leur modalité d'application par une circulaire que je prendrai, et dont le Parlement aura à connaître annuellement, parce que je rendrai compte chaque année devant le Parlement des conditions dans lesquelles tout cela s'est opéré. Combien de dossiers, combien de personnes, combien de fonds récoltés, quelles conditions de traitement des dossiers en toute transparence. Voilà. Et bien entendu, aucune remise sur le montant des impôts ne sera faite, de manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. Donc, droit commun, transparence par le rendu qui sera fait devant le Parlement et la mise en place de cette circulaire, et enfin, pas d'anonymat. C'est-à-dire que ceux qui viendront devant l'administration ne viendront pas tester l'eau en y mettant le bout du pied. Non. Ils viendront eux-mêmes, sans le truchement d'un conseil, sans anonymat. Ils présenteront leur situation fiscale, les barèmes leur seront appliqués, ils se mettront en conformité
aux droits dans les conditions que je viens d'indiquer. Voilà quel est l'esprit de ce que nous voulons faire, de manière à ce que chacun soit invité, dans une période, encore une fois, où il est important que chacun acquitte ce qu'il doit au pays, que nous puissions le faire dans des conditions qui soient transparentes et irréprochables. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la manière dont nous entendons travailler, ce que contient le texte de loi. Et maintenant, je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions.